Yona pote, c'est Stan. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu particulier, ce format podcast, pour une thématique qui est la thématique centrale lorsqu'on débute. Comment trouver la bonne affaire? Alors, j'ai prévu au menu 5 points. 5 points qui vont nous permettre en fait de vraiment faire un tour, j'allais dire, global sur débuter dans l'immobilier, débuter dans son premier achat et également des pistes et des solutions pour des problématiques autour justement de cette fameuse bonne affaire. Comment la trouver, comment concrètement bah, utiliser toutes les armes qu'on a en fait en notre possession pour aussi faire travailler les gens autour de nous et nous aider à trouver cette bonne affaire. Le menu donc du podcast, point numéro un, trouver la bonne affaire, c'est compliqué. Le point numéro 2 qu'on va aborder, c'est tout ce qui concerne la motivation. Point numéro 3, les excuses. Un tas d'excuses. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver cette bonne affaire? Le point numéro 4, le off-market, bien sûr. On entend toujours des gens dire, on entend toujours des gens dire, moi je l'ai trouvé en off-market. On va faire un point vraiment important et qui je pense sera intéressant sur ces fameux biens off-market. Et point numéro 5, les solutions concrètes. Là, on va vraiment être dans le concret avec plein de solutions. Voilà, pour justement vous aider à trouver cette bonne affaire. Donc commençons par le début. Trouver la bonne affaire, c'est compliqué. En fait, non, trouver la bonne affaire, c'est pas compliqué. Souvent, au début, on ne sait pas comment chercher. On ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Et au final, souvent aussi, quand je discute avec des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de bonne affaire, je me rends compte qu'en fait, ils ne sont pas assez motivés. Tout est une question de motivation. Au final, dans la vie, avec n'importe quelle problématique qu'on peut avoir, on peut tous trouver des éléments de réponse d'une manière assez simple. Et très concrètement, tu vas sur Google et tu tapes la problématique que tu as. Et ça, c'est vrai pour, on va dire, n'importe quoi. Dans l'immobilier, comment tu trouves une bonne affaire? Bah, tu vas sur ton coin et tu visites. Tu crées de l'interaction. Bien souvent, j'ai des gens qui me disent, oui, sur le bon coin, je trouve rien de rentable. Est-ce que tu cherches correctement? Est-ce que tu as passé du temps à savoir qu'est-ce que tu cherches précisément? On peut chercher un studio, on peut chercher une colocation, on peut chercher des mètres carrés. Voilà, il faut vraiment se dire qu'est-ce que je cherche, pourquoi je cherche et se concentrer sur ça. Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est une petite surface? Quelle rentabilité on veut? Quel budget on veut y mettre? Et définir un secteur relativement précis. Il n'y a pas très longtemps, justement, avec un ami, euh, il avait une problématique pour réunir de l'argent pour justement acheter, revendre des biens immobiliers. Et en fait, il s'était déjà engagé donc, sur des compromis et il cherchait de l'argent. Et c'est marrant parce que il me disait qu'en fait, à partir du moment où réellement il avait besoin de cet argent-là, il a commencé à en parler autour de lui. Il a commencé à demander à des gens s'ils ne connaissaient pas des gens qui potentiellement étaient intéressés pour avoir des rendements sur de l'argent qu'ils pourraient placer donc, sur leur société. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont de l'argent et il y a énormément de personnes qui étaient intéressées. Bien souvent, on n'en parle pas, on reste dans son coin, on peut être fermé et tout simplement, on n'est pas assez motivé. Ça va être l'objet du deuxième point. À quel point est-ce que tu as réellement envie d'investir? Si c'est, tu regardes de temps en temps, c'est une idée qui est dans ta tête, mais tu as quand même des craintes, tu as quand même peur. Au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie d'investir. Donc après, il y a d'autres solutions. Si tu n'as pas envie de faire les efforts, si tu n'as pas forcément le temps, tu peux passer par une société qui va proposer en fait de trouver pour toi la bonne affaire, peut-être superviser les travaux s'il y en a, et ensuite eh bien, mettre en place la location de ce bien immobilier. Forcément, tu n'auras pas les mêmes rendements que si c'est toi, entre guillemets, qui transpire de ton côté et fait tous ces efforts-là. Après, je vais dire, si tu as vraiment pris conscience que l'immobilier, c'était un vecteur d'augmentation de ton patrimoine extraordinaire, surtout via l'effet de levier bancaire, mais même passer par une société de clé en main, bah, c'est intéressant, même si la renta, entre guillemets, elle est pas là, mais c'est intéressant parce que ça te permet justement de lever une somme d'argent via crédit qui est en grande partie remboursée par le locataire.
L'idéal, c'est vraiment qu'elle soit entièrement remboursée par le locataire, mais même si ça l'est pas complètement, même si l'opération n'est pas blanche, c'est-à-dire que tes mensualités ne remboursent pas totalement ton crédit, pose-toi simplement la question de te dire, si tu dois rajouter peut-être 100 euros, 150 euros de ta poche sur l'opération, est-ce qu'il vaut mieux faire ça et passer par quelqu'un qui a bien trouvé le bien, qui a correctement suivi les travaux et qui se charge de toute la gestion locative, ou bien ne pas le faire? Bah, je crois que la question, elle est vite répondue. Donc elle ne se pose pas. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se dire, voilà, si j'ai pas le temps, si j'ai pas envie de mettre l'effort, si, eh ben, passons par quelqu'un d'autre. Si réellement, encore une fois, tu as compris que acheter de l'immobilier, c'est intéressant. Après, si tu es un petit peu motivé et que tu veux des excellentes rentabilités, effectivement, il va falloir faire beaucoup de visites. Effectivement, il va falloir rencontrer des gens, parler avec des gens, faire des offres qui vont être refusées. Accepter de faire des offres basses qui vont être refusées. Accepter de travailler, voilà, de mettre en face les chiffres. Ça coûte combien, ça me rapporte combien, poser les bonnes questions, faire des calculs. Et ce travail-là, en fait, t'es pas récompensé tout de suite. T'es récompensé après. Ça peut être longtemps après. Faire beaucoup de visites, accepter aussi de devoir faire des travaux. Et toute la problématique des travaux que tu auras à gérer. Avec tout un tas de problèmes, encore une fois. Mais forcément, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Et aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde n'est pas prêt à faire un peu plus d'efforts. Aujourd'hui, on rend du travail, on est déjà fatigué, c'est des efforts supplémentaires, mais dans un but, on va dire, qui en vaut réellement le coup. Et, euh, et voilà, et souvent l'idée aussi de se dire, c'est un peu comme dans le sport à haut niveau, c'est l'effort supplémentaire que tu fais que les autres ne font pas. Et d'une manière générale, même sans avoir à faire l'effort supplémentaire, c'est être suffisamment intelligent pour te dire, je vais faire un minimum d'efforts pour avoir un maximum de résultats. Et ça aussi, c'est possible dans l'immobilier. Et j'allais dire même, c'est possible, c'est encore plus possible dans l'immobilier que dans les autres business, parce que les sommes d'argent sont tellement importantes que si tu es un minimum bon et un minimum malin, tu verras que tu pourras gagner autant, voire beaucoup plus dans l'immobilier que dans un business, on va dire, lambda ou traditionnel. Ensuite, si tu veux pas de travaux, mais que tu es prêt à passer un peu plus de temps, dis-toi que forcément, la création de valeur dans l'immobilier, en règle générale, encore une fois, elle se fait souvent par la revalorisation du bien avec des travaux. Donc si tu veux pas faire de travaux, parce que c'est peut-être un premier achat, tu as peur, donc il y a la solution de passer par quelqu'un qui s'en occupe pour toi, mais ça va te coûter de l'argent. Après, sinon, tu peux aussi acheter sans travaux. Donc là, forcément, celui qui a créé la valeur, en théorie, c'est celui qui a fait les travaux. Donc, encore une fois, il faut accepter de ne pas avoir une renta extraordinaire. Et après, la deuxième chose à savoir, quand tu ne fais pas de travaux sur ton investissement, c'est que fiscalement, les travaux, quand c'est toi qui les fais, tu peux les déduire de tes revenus locatifs. Donc, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de travaux sur ton investissement immobilier, ça aura quand même un impact au niveau de la fiscalité. Et donc, tu vas, entre guillemets, payer des impôts un peu plus rapidement que si tu avais fait des travaux où globalement tu peux être tranquille pendant quasiment 5, 7, voire 10 ans. Encore une fois, à quel point est-ce que tu as envie d'investir? Si réellement tu as la motivation, même si tu n'as pas le temps, tu peux quand même trouver des solutions et sur 5, 6, voire 10 ans, passer par une société spécialisée, c'est tout de même rentable. Surtout quand on est dans des grandes villes où les prix augmentent de 5% par an. Troisième point, l'envie. Pas assez d'argent, pas assez de revenus. Souvent, encore une fois, on me dit, bah oui, mais tu sais, moi je suis au début de ma vie professionnelle, j'ai pas beaucoup d'argent de côté et j'ai pas beaucoup de revenus. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir forcément beaucoup de revenus. À partir du moment où simplement tu as un salaire qui est fixe et que tu as un contrat de travail, même un CDD, mais on va partir, le but c'est pas non plus de faire croire aux gens que avec un CDD tu vas pouvoir acheter 10 biens immobiliers et ça va se faire du jour au lendemain. Non, c'est faux. Effectivement, plus tu auras une situation qui est stable, plus tu auras on va dire un travail qui est valorisé aux yeux de la société, plus ça va être facile d'emprunter. Mais ne cherche pas l'excuse pour ne pas faire les choses. Trouve plutôt les solutions pour pouvoir les faire. Et donc, encore une fois, si tu as des petits revenus, tu pourras faire un petit achat. Va voir des banques, va voir des courtiers,
rencontre un maximum de gens qui vont te donner des contacts. Les bons banquiers. Encore une fois, tu peux aller voir 10 banquiers. Si c'est pas le bon banquier ou les bonnes agences qui prêtent aux investisseurs, bah, 10 personnes peuvent te dire non. Par contre, à côté de ça, tu peux aller voir que 3 banquiers qui ont l'habitude de financer des projets d'investissement locatif et qui vont pouvoir te dire oui tout de suite. Pareil, j'ai pas d'argent, est-ce que tu en as parlé autour de toi, à tes parents, à un oncle, à un ami, à un cousin qui a un petit peu d'argent? Ce que tu as besoin, c'est d'un petit apport pour ensuite utiliser le levier bancaire. Imaginons que tu n'as pas beaucoup d'argent, un projet à 50 000 euros, en gros, c'est finançable avec un SMIC. Si tu n'as pas du tout d'apport, j'allais dire emprunter 2-3 000 euros à tes parents ou à des gens que tu connais, c'est pas non plus une grosse prise de risque financière, à la fois pour toi et à la fois pour éventuellement même ta grand-mère ou une personne âgée qui aurait un petit peu d'argent de côté. Et encore une fois, même si tu n'as pas quelqu'un pour te prêter cet argent-là, tu peux aussi faire un crédit à la consommation. Attention, c'est pas, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, tu peux toujours trouver des solutions. Et c'est plutôt cet état d'esprit-là qu'il faut avoir, en fait. L'état d'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes des autres et qui se fait payer pour ça. Et bien, investir dans l'immobilier, c'est exactement pareil. Et plus tu vas te trouver d'excuses, moins tu seras dans le bon mindset et moins forcément tu feras de choses. Ensuite, l'association. Tu peux très bien t'associer par exemple avec ton frère, ton cousin qui gagne un peu mieux sa vie et qui serait entre guillemets OK pour aller sur un premier investissement à 50, 70 ou 100 000 euros. Lui va superviser, il peut venir aussi lors des visites, mais c'est toi qui vas être le moteur. Ensuite, c'est à vous de voir comment est-ce que justement vous allez répartir les parts dans cette indivision. Voilà, il faut bien sûr que chacun puisse être gagnant-gagnant et s'y retrouver. Et le but, c'est pas qu'il y en ait un qui tire profit de l'autre, quoi. Mais encore une fois, trouve des solutions et pas des excuses. Quatrième point, et c'est celui vraiment que je préfère, c'est l'excuse du off-market. Alors, quand on entend dire, bah oui, mais toi, t'as un réseau, enfin, quand je dis toi, c'est pas forcément moi, mais c'est ce que j'entends autour de moi. Il a un réseau, tout le monde le connaît, on lui apporte plein d'affaires. Ou pareil, un entrepreneur qui a un peu d'argent, qui a un peu d'immobilier, et entre guillemets, ça se sait, on lui apporte toujours des opportunités. Mais et l'excuse de ceux qui font rien, ça va être de dire, ah oui, mais c'est facile. Lui, on lui apporte tout sur un plateau. Mais imagine que toi, demain, il y a 10 pélos à chaque fois, ils viennent te proposer des projets qui pour eux sont rentables et qui pour toi l'est pas forcément. Il faut aussi savoir dire non à ces 10 projets et sélectionner les bons. Donc en fait, c'est pas si facile que ça, même quand on t'apporte entre guillemets des projets, parce qu'il faut savoir à chaque fois les étudier. Est-ce que ça vaut le coup de les étudier? Et il y a le coût du non aussi, parce que le non peut frustrer la personne qui te le présente. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent aussi être négatifs dans le sens où on t'apporte des choses. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas de réseau, pour ceux qui se trouvent comme excuse le fait de ne pas avoir, on va dire, de rabatteur. Mais c'est facile, tu peux te constituer ce réseau-là. Et encore une fois, même sans te le constituer, moi je dois avoir 80% des biens immobiliers que j'ai achetés ou des immeubles que j'ai trouvés sur le Bon Coin ou sur des sites d'annonces gratuites, c'est-à-dire accessibles à tout le monde. Ensuite, ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver des biens peu valorisés qui n'intéressent pas grand monde pour justement bien les négocier, faire des travaux, les valoriser et bien les louer. Ou bien être très réactif, savoir faire des offres au prix sur des biens qui en valent le coup, parce que la bonne affaire, encore une fois, elle se fait toujours à l'achat, avec ou sans négociation. Ce qui est intéressant, c'est le prix. C'est pareil, est-ce qu'il y a une agence immobilière ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ah non, non, mais moi je veux pas passer avec une agence parce que je veux pas payer les frais d'agence. Non, mais en fait, cette phrase, il n'y a rien de plus débile au monde. Le fait de payer quelqu'un, une agence immobilière, ou pas payer d'agence immobilière, ce qui compte, c'est le prix final. Le prix final de ton bien par rapport au mètre carré que tu achètes et ce que tu vas louer. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas tu donnes de l'argent à Paul parce que il a un mandat et voilà, c'est normal. Et même, j'allais dire que personnellement, dans mon expérience personnelle, les fois où j'ai essayé de négocier avec des particuliers, ça s'est toujours mal passé et ça a rarement abouti parce qu'en fait,
eux, ils ne veulent pas entendre raison. Quand tu as un tiers entre quelqu'un qui veut acheter un bien et quelqu'un qui veut le vendre, le mec de milieu, lui, il prend une commission. Déjà, cette commission, c'est ce qui le fait vivre. Donc, en gros, lui, son objectif, c'est de réussir la transaction. Donc, il va être, entre guillemets, l'éponge entre les deux interlocuteurs. Et il va être celui qui va permettre à la vente de se faire, à la transaction de se faire. Il faut vraiment voir l'agent immobilier comme ça. Et donc, c'est complètement stupide de se dire, moi je veux passer que en direct, parce que forcément en direct, le particulier, il a peut-être surestimé son bien, il veut rien entendre. Forcément, je dis pas que c'est le cas à chaque fois, hein, il peut y avoir des particuliers qui estiment mal leur bien, et ça peut être aussi super rentable de passer sans un agent immobilier, mais d'une manière générale, voilà, il faut pas se bloquer là-dessus. Et donc, les biens sont sur les sites gratuits, il n'y a pas que des biens off-market, et encore une fois, et là pour le coup, c'est vraiment de l'expérience personnelle. J'avais acheté un plateau, moi, avec des travaux à faire de 36 mètres carrés en région lyonnaise, plateau que j'ai gardé 4 ans, j'ai fait aucun travaux dedans. Là, je l'ai revendu récemment avec une plus-value, une belle plus-value. Je l'avais acheté à un marchand, ce plateau, j'ai fait aucun travaux et je l'ai revendu à un marchand. Pourquoi est-ce que je dis ça par rapport au off-market? Parce que je suis passé par une agence. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faudrait, entre guillemets, pas faire. Ben, acheter un marchand de biens, parfois on peut se dire, bah, le marchand, il fait de la marge. Donc, entre guillemets, ça va pas être intéressant pour moi. Dans mon cas, c'était complètement faux. L'agence immobilière va prendre de l'argent. J'ai essayé de le vendre en direct. J'y suis pas arrivé. L'agent immobilier, avec son propre réseau, justement, a fait passer des annonces et on va dire des messages aux gens qui cherchaient sur le secteur. Il a trouvé un acheteur. Ça a négocié un petit peu le prix, mais c'était beaucoup plus haut que moi les offres que j'avais pu avoir de mon côté. Et le côté off-market, je suis désolé, mais c'est aussi un truc commercial de fou pour exciter un acheteur. Quand on te dit décide-toi rapidement, c'est sous 24 heures, c'est sous 48 heures, parce qu'après il va être en ligne, je ne connais pas de meilleur moyen de pression pour faire acheter quelqu'un. Il suffit que ce soit entre guillemets dans la zone qu'il recherche, que ce soit tous les critères. Et qu'en plus il y a ce côté un peu exclusivité, mais ça te met, voilà, ça te met la paillette dans les yeux, quoi. Tu vois, tu es t'es en mode excité et c'est limite, il va te pousser un petit peu à prendre la décision que toi-même tu aurais peut-être pas pu prendre. Et encore une fois, grâce à l'agent immobilier. C'est l'agent immobilier qui va mettre cette pression-là. Et lui, il a l'habitude, il sait faire ça. Donc voilà, l'excuse du off-market, elle est fausse pour moi à tout bout de champ. Cinquième partie, du concret. Là, on a abordé plein de choses, mais tu me dis, mais ouais, c'est bien gentil, Stan, mais là, qu'est-ce que tu m'apportes? Là, on va parler concret, vraiment, la recherche. Déjà, la première chose à faire, c'est concrètement, c'est s'entourer de gens qui ont déjà fait ça. Parler avec eux, échanger avec eux, leur demander des contacts d'artisans, de banquiers, d'agents immobiliers, écouter leurs histoires et s'en inspirer. Et là, déjà, tu as fait, j'allais dire, 70% du chemin. En fait, il faut te nourrir des résultats de personnes qui sont déjà passées par le chemin que tu veux prendre. Quand tu entends ça, tu te dis, mais il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, il y a tellement de gens qui vont justement écouter Tata Colette, qui vont écouter papa ou maman, alors que papa ou maman, ils n'ont jamais investi. Mais putain, mais tu veux demain conduire une Formule 1, est-ce que tu vas prendre les conseils du chauffeur de bus? J'ai rien contre les chauffeurs de bus, mais non. Est-ce que tu vas, à côté de ça, essayer de trouver quelqu'un qui a déjà conduit une Formule 1 et qui n'est pas allé directement dans le mur? Ben oui, forcément. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus rare à trouver, mais essaye de t'entourer de gens qui, justement, ont déjà investi, ont déjà trouvé des bonnes affaires et écoute leur expérience et nourris-toi de cette expérience-là. Ça semble tellement évident que parfois on se demande pourquoi c'est pas ce qui est fait. Ensuite, se créer le réseau, c'est aller voir les agences immobilières. Aller voir les agences immobilières avec des simulations bancaires pour montrer justement à l'agent immobilier qu'avec toi, il ne va pas perdre son temps. Viens avec des choses précises. Moi, je cherche un T2. Moi, je cherche un studio. J'ai un budget de temps. Je veux des travaux. Je veux tel secteur. Sois précis. En fait, donne des éléments, des indications qui vont permettre à l'agent immobilier de se dire, lui, il est crédible. Lui, il sait ce qu'il veut, il a son budget, il a déjà sa simulation. Avec lui, je ne vais pas perdre de temps. Demande des 06, des numéros de portable et tu les relances. Un petit SMS de temps en temps.
Bien sûr, le mieux c'est de passer physiquement à l'agence. Donc c'est pour ça aussi que personnellement, je trouve que le mieux c'est d'investir dans des zones qu'on connaît parfaitement. Et limite, l'idéal c'est une zone où tu habites. Parce que tu fais le tour. Moi je faisais toujours le tour des agences. Tu vois, le dimanche, tu peux te promener, tu vas au parc et tout. Bah, moi le dimanche, j'aime bien faire le tour des agences immobilières. Je vois un peu ce qui sort, je vois toujours les prix, à la fois à la vente, à la fois à la location. Tu te nourris de tout ça. Et tu connais bien ton marché. Il y a une bonne affaire qui arrive moi sur ma ville, mais je la repère à 10 lieues, quoi. Je la sens. Enfin, juste le prix sur une photo, tu vois à travers la fenêtre, tu arrives à reconnaître l'endroit. Il faut que tu maîtrises parfaitement en fait ta ville, les quartiers. Et pour ça, il faut visiter. Encore une fois, les gens qui disent j'arrive pas à trouver de bonnes affaires, ouais, mais tu cherches comment et tout. Ah bah ouais, je vais sur le bon coin et tout. T'as visité? Bah non, pas beaucoup visité et tout. Bah ouais, non, mais forcément, visite, parle, dis aux gens ce que tu cherches. Parle aux agents immobiliers, parle à des marchands de biens. C'est pareil, les marchands de biens, ils ont, ils ont beaucoup bon, entre guillemets, mauvaise réputation, mais ils valorisent aussi des bâtiments et il y a plein de bonnes affaires à faire avec des marchands de biens, notamment sur les résidences principales. Tout à l'heure, je parlais moi d'un plateau que j'ai acheté, j'ai attendu 4 ans, je l'ai revendu quasiment le double. Et c'est un marchand de biens qui m'a vendu. C'est un marchand de biens qui m'a acheté. Je me fais pas de soucis pour celui qui a acheté, il va faire une plus-value aussi. Donc voilà, les marchands de biens, je trouve aussi que ça peut être d'excellents moyens pour trouver du locatif et de la résidence principale. Donc c'est pareil, prendre contact avec un marchand de biens, bah, c'est voir des plateaux à vendre dans ta ville. Tu vois un plateau à vendre qui quand même pourrait correspondre un peu à ce que tu cherches, tu vas visiter et là tu entames la conversation. Est-ce que vous avez d'autres choses à venir? Est-ce que vous avez d'autres projets? Voici précisément ce que je recherche, peut-être avec des critères un peu différents du bien que tu as visité. Et pareil, on relance, on relance, on relance. Encore du très concret. Quand on sait précisément là où on veut investir, vous pouvez très bien imprimer des tracts, des petits flyers, et voilà, dire que vous cherchez dans cette zone un studio, un immeuble. Vous laissez dans la boîte aux lettres ces petits tracts. Vous pouvez aussi laisser des mots dans toutes les supérettes, supermarchés, en disant que particulier recherche à acheter studio avec travaux, sans travaux, ou bien immeuble, ou bien maison. Vous verrez, vous serez étonné du nombre de retours. Personnellement, moi, les femmes de ménage, à l'époque où je faisais pas mal de locations courte durée, euh, je recrutais systématiquement les femmes de ménage comme ça. J'avais effectivement des annonces sur le bon coin, mais aussi je mettais des mots dans les supérettes qui étaient tout de suite à proximité euh, du bien que j'allais exploiter. Et on peut trouver réellement des gens bah voilà, du coin qui vont être pas loin et c'est un super moyen de filtrer. Hésiter, c'est normal. Donc, une fois que tu vas commencer à faire des visites, tu vas commencer à faire des offres aussi. Au bout d'un moment, l'offre, elle peut être acceptée. Tu vas toujours avoir un moment de doute. Là, encore une fois, plus que jamais, c'est important d'être entouré de gens qui sont déjà passés par là. Et surtout de ne pas écouter des gens qui n'ont pas investi. Parce que là, ils vont te projeter toute leur peur. Il faut se dire que tu vas être dans un moment où, et c'est normal, un petit peu avant l'épreuve du bac, enfin, moi je sais que moi personnellement, l'épreuve du bac ou le code pour le permis de conduire, c'est des moments où avant l'examen, tu vois, tu sens le stress. Bah, la première fois que tu vas chez le notaire, c'est pareil. Et d'ailleurs, j'allais dire, à chaque fois que je vais chez le notaire, c'est toujours un peu pareil parce que tu as toujours un peu l'impression que tu vas te faire enfler. Et puis quand tu achètes, il va falloir avoir peur parce que euh, c'est tout en connaissance de cause, l'acheteur est au courant, enfin le vendeur il se dédouane un petit peu de tout au profit de l'acheteur. Donc c'est systématiquement comme ça et ça aussi ça fait peur. Donc c'est important à ce moment-là où tu peux bah, un petit peu hésiter et puis peut-être vouloir faire marche arrière, d'être entouré de gens qui vont te conforter dans ton choix. Donc c'est pas seulement ton choix à toi qui peut parfois être un peu subjectif. Bah là tu sais que tu en as parlé autour de toi, tu as d'autres gens qui t'appuient
et des gens qui ont déjà fait ça. Et donc, tu vas être beaucoup plus serein. Encore une fois, s'entourer de gens qui sont dans le même parcours de vie, donc qui vont acheter au même moment que toi, qui vont avoir les mêmes galères en même temps que toi, ça aussi, ça va être un super moteur. Je sais que personnellement, on était trois quatre dans la même situation, on se voyait régulièrement et on se motivait vraiment les uns les autres. Dès qu'il y en a un qui signait un compromis, ça motivait l'autre, l'autre le signait, et ainsi de suite. Et c'est un super, c'est un super vecteur d'énergie. Donc après, effectivement, il ne faut pas être avec des gens qui sont jaloux et faut être avec des gens bienveillants qui en fait se tirent vers le haut, quoi. Faut se tirer vers le haut et quand c'est le cas, en fait, tu verras que tu vas avancer beaucoup plus vite. Le prochain podcast que je vais faire, le prochain épisode, ce sera sur la thématique de l'or, où je vais rencontrer en fait une personne qui gère depuis des années et qui a beaucoup d'expérience dans l'or, donc dans l'achat d'or physique. Tu sais, les petites boutiques qu'on voit un petit peu en centre-ville, où tu peux acheter et vendre de l'or. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ça pourra me donner des idées justement de questions à poser. Moi j'en ai vraiment pas mal et je suis d'avance super content et excité en fait à l'idée d'avoir ces questions et d'avoir les réponses du professionnel en face de moi. Donc voilà. Ce podcast est terminé. Je te mets en description, en fait, sûrement des choses qui vont t'intéresser. Je ne sais pas encore quoi, mais ça va être intéressant. Tu mettras ton mail, tu recevras du coup ces choses super intéressantes et surtout à l'avenir, tu seras averti directement dans ta boîte mail des prochains podcasts à venir. Tu peux également t'abonner et recevoir directement, encore une fois, par mail le lien des podcasts. Voilà, j'espère que ces infos t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, ça me fera plaisir, ça me motivera à continuer. Si jamais tu es en région lyonnaise, je mettrai aussi mon mail et n'hésite pas à m'écrire pour discuter immobilier, c'est toujours super enrichissant. Il y a toujours plein de passerelles, il y a toujours plein de choses à faire avec des gens qui sont motivés, bienveillants. Donc voilà, ça pourrait être sympa de boire un café ou même de manger ensemble. Et puis pour finir, une petite citation que je trouve qui résume bien la situation, c'est un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Faire des erreurs, c'est normal. Et si celui qui en fait pas, c'est qu'il avance pas, c'est qu'il fait jamais rien. Entoure-toi de gens qui avancent, entoure-toi de gens qui font des erreurs, qui se relèvent, parce qu'en fait c'est ça la vie. Et tu verras que très rapidement, en fait, au bout de 5 à 10 ans, eh ben on va voir, tu vas commencer à voir une différence notable entre les gens qui ont fait des choses et ceux qui n'ont rien fait. Et plus tu vas, à mon sens, hein, plus on va avancer dans la vie, plus cette différence-là, elle va être marquée. Et justement, ce que je vais essayer de faire dans ces épisodes, c'est d'essayer d'apporter de la valeur pour t'aider justement à avancer et à te créer justement ce patrimoine qui, après, au moment de la retraite, t'apportera vraiment un socle, hein, une vraie base de revenus pas entièrement passifs, mais de revenus et avec surtout un beau patrimoine. Allez, à bientôt, bonne journée, bye.